Je suis Ghislaine, j'ai 68 ans, et après 43 ans de mariage, j'ai trouvé un reçu de bijoux coûteux dans la poche de la chemise de mon mari. Des bijoux qu'il ne m'a jamais offerts. Ce que j'ai commencé à découvrir après cela a détruit ma vie. Mais ce que j'ai fait pour me venger était si dévastateur que tout a changé pour toujours. Pendant 8 mois, j'ai fait semblant de ne rien savoir, tout en planifiant secrètement quelque chose que personne n'attendait d'une institutrice retraitée de Périgueux. La vengeance que j'ai exécutée était si parfaite qu'elle n'a pas seulement exposé la trahison, mais a complètement détruit leur réputation d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une femme de 68 ans peut être plus intelligente que quiconque l'imagine. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de vengeance qui vont vous surprendre. Mon nom est Ghislaine. J'ai 68 ans et ce mardi matin de février, à Périgueux, a marqué le commencement de la plus grande humiliation de ma vie. Mes mains tremblaient encore quand j'ai sorti ce maudit reçu de la poche de chemise d'Amédée. 3 200 € pour un collier en or blanc avec des diamants. Mes yeux se sont embués instantanément. 3 200 €, alors que depuis des mois, il répétait comme un refrain usé qu'il n'avait pas les moyens de réparer notre vieille chaudière qui nous laissait grelotter chaque soir dans notre maison de la rue des Farges. J'ai relu le reçu une dizaine de fois, espérant avoir mal compris. Mais les chiffres dansaient devant mes yeux, avec une cruauté implacable. La bijouterie Moussac, celle de la place du Coderque, où nous n'étions jamais entrés ensemble en 43 ans de mariage. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'ai dû m'asseoir sur le bord de notre lit conjugal. Ce lit où nous dormions côte à côte depuis tant d'années, où j'avais cru partager une vie honnête avec l'homme que j'aimais depuis mes 25 ans. Amédée était parti faire ses courses matinales au marché de Périgueux, comme chaque mardi depuis sa retraite de la SNCF. Une routine que je connaissais par cœur. Il reviendrait vers 11 h avec ses légumes du producteur du bois et ses conversations avec les autres retraités du quartier. Mais aujourd'hui, quelque chose en moi s'était brisé définitivement. Mes doigts caressaient encore ce papier qui sentait encore son parfum d'aftershave, celui qu'il mettait uniquement pour les occasions spéciales. Des occasions spéciales dont je n'avais jamais fait partie récemment. Je me suis dirigée vers la salle de bain. Mes jambes flageolantes me portaient à peine. Dans le miroir, j'ai vu le reflet d'une femme vieillie, fatiguée, avec ses cheveux gris que je coiffais toujours, de la même manière, depuis des décennies. Une institutrice retraitée qui avait consacré sa vie à éduquer les enfants du quartier et à s'occuper de sa famille. Quand avais-je cessé d'être désirable? Quand avais-je commencé à devenir invisible aux yeux de mon propre mari? Le reçu était daté d'hier. Lundi soir, Amédée était rentrée à l'heure habituelle, avait regardé les informations sur France 3 Périgord, et nous avions mangé ma soupe de légumes en silence. Rien d'inhabituel, excepté peut-être ce petit sourire qu'il avait eu en consultant son téléphone portable. Un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps quand il me regardait. J'ai fouillé dans ses autres poches avec une détermination qui me surprenait moi-même. Mes mains d'ancienne maîtresse d'école, habituées à découvrir les petits secrets des enfants, exploraient méthodiquement chaque recoin de ses vêtements. Dans la poche arrière de son pantalon, j'ai trouvé un autre papier plié. Cette fois, c'était un ticket de parking du centre commercial de Boulazac, horodaté hier à 15h30. Mais, hier après-midi, Amédée m'avait dit qu'il allait réparer la gouttière chez notre voisin Bertrand. Mon estomac s'est noué. 43 ans de mariage. Et je découvrais que mon mari me mentait avec une facilité déconcertante. Combien d'autres mensonges avais-je avalés sans rien dire? Combien de fois avais-je été cette épouse naïve qui faisait confiance aveuglément? J'ai entendu le bruit de sa clé dans la serrure. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai rapidement remis les papiers dans ses poches et j'ai couru à la cuisine, faisant semblant de préparer le café du matin. Mes mains tremblaient en versant l'eau dans la cafetière électrique. Comment allais-je pouvoir le regarder en face maintenant? « Bonjour ma chérie », a-t-il dit en entrant, ses joues rougies par le froid de février. Il portait le même manteau bleu marine qu'il avait depuis 10 ans,
celui que j'avais raccommodé plusieurs fois par économie. « Tu as l'air fatigué. Tu as mal dormi ?» Sa voix était la même, douce et familière, celle qui m'avait rassurée pendant tant d'années. Mais aujourd'hui, chaque mot résonnait différemment dans mes oreilles. Je l'ai regardé poser ses sacs de courses sur la table de notre petite cuisine. Ces gestes automatiques que je connaissais si bien. Était-ce le même homme qui avait dépensé 3 000 € pour une autre femme? Non, ça va, ai-je murmuré, incapable de prononcer une phrase complète. Ma voix tremblait malgré mes efforts pour paraître normale. Il s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. Cette main qui avait touché ma peau pendant des décennies, qui avait caressé mes cheveux quand j'étais triste, qui avait tenu la mienne lors de nos promenades dominicales au parc Gamançon. Aujourd'hui, son contact me brûlait comme un fer rouge. « Tu es sûre que tout va bien, Ghislaine ?» J'ai hoché la tête, mes yeux fixés sur le carrelage de notre cuisine. Comment lui dire que ma vie venait de s'effondrer? Comment lui avouer que je venais de découvrir qu'il était capable de me trahir avec une facilité terrifiante? Les mots restaient coincés dans ma gorge, comme si ma voix avait décidé de me protéger de cette confrontation que je n'étais pas prête à affronter. Le silence s'est installé entre nous, lourd de non-dits et de mensonges. Et dans ce silence, j'ai pris une décision qui changerait le cours de ma vie, pour toujours. Cette décision, je l'ai prise dans le silence pesant de notre cuisine, pendant qu'Amédée rangeait ses légumes dans notre vieux réfrigérateur qui grinçait. J'allais enquêter. Moi, Ghislaine Moreau, institutrice retraitée de 68 ans, j'allais découvrir la vérité sur les mensonges de mon mari, même si cette vérité devait me détruire. Les jours suivants ont été un véritable supplice. J'observais Amédée avec des yeux nouveaux, notant chaque détail de son comportement. Sa façon de consulter son téléphone portable en cachette, ses absences prolongées, qu'il justifiait par des courses ou des rendez-vous avec ses anciens collègues de la SNCF. Le mercredi matin, quand il m'a annoncé qu'il allait chez Leroy Merlin, à Boulazac pour acheter des vis, j'ai senti mon estomac se contracter. Encore un mensonge, j'en étais certaine. J'ai attendu qu'il parte, puis j'ai pris ma vieille Peugeot 206 pour le suivre discrètement. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il éclate. À 68 ans, j'étais en train de filer mon propre mari comme une détective privée. Mes mains moites glissaient sur le volant tandis que je maintenais une distance respectable derrière sa Renault. Mégane grise. Il ne s'est pas dirigé vers Boulazac. Il a pris la direction du centre-ville, puis la rue Denis-Papin. J'ai failli perdre sa trace à cause d'un feu rouge, mais j'ai réussi à le rattraper. Mon sang s'est glacé quand je l'ai vu se garer devant un petit immeuble résidentiel que je ne connaissais pas. Il est sorti de sa voiture avec une démarche différente, plus légère, presque joyeuse. J'ai stationné ma voiture 2 rues plus loin et j'ai marché jusqu'à son point de stationnement, me cachant derrière les platanes qui bordaient la rue. J'ai attendu 1 heure entière, frigorifié par le vent de mars qui traversait mon manteau. Mes jambes me faisaient mal, mais je restais plantée là, obstinée comme une sentinelle. Quand la porte de l'immeuble s'est ouverte, j'ai vu Amédée sortir en compagnie d'une femme que je connaissais parfaitement, Fabienne Rousset, 52 ans, la meilleure amie de ma fille Apolline. Cette femme qui venait chez nous tous les dimanches depuis des années, qui s'asseyait à notre table, qui mangeait mes plats, qui me complimentait sur mes tartes aux pommes. Cette femme qui m'embrassait sur les 2 joues, en arrivant, et qui riait aux plaisanteries d'Amédée, avec un peu trop d'enthousiasme. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue sur la tête. Mes jambes ont failli me lâcher. Je me suis agrippée au tronc d'un platane pour ne pas tomber, la rugosité de l'écorce contre ma paume, me ramenant brutalement à la réalité. Cette réalité atroce, où mon mari de 43 ans trompait avec la meilleure amie de notre fille. Ils riaient ensemble, insouciants. Fabienne portait un manteau rouge que je ne lui avais jamais vu, élégant et visiblement coûteux. À son cou brillait quelque chose qui captait la lumière du soleil de mars. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé ce que c'était. Le collier. Le collier à 3 200 € que mon mari avait acheté avec notre argent, notre retraite, nos économies de toute une vie.
J'ai regardé Amédée passer sa main dans le dos de Fabienne. Un geste tendre et familier qui m'était destiné autrefois. Elle s'est penchée vers lui et lui a donné un baiser sur la joue. Puis, ils se sont dirigés vers sa voiture. Une voiture que je n'avais jamais vue. Une Citroën DS3 rouge vif, flambant neuve, qui contrastait cruellement avec notre vieille Peugeot, que nous n'avions jamais eu les moyens de changer. Je suis restée cachée derrière mon arbre, jusqu'à ce qu'ils disparaissent au bout de la rue. Mes larmes coulaient librement, maintenant, chaudes et salées sur mes joues glacées. 43 ans de mariage, et je découvrais que mon mari menait une double vie avec une femme que je considérais presque comme une membre de la famille. Le retour à la maison a été le trajet le plus long de ma vie. J'ai conduit comme un automate, mes yeux embués par les larmes. Comment allais-je pouvoir regarder Fabienne en face dimanche prochain? Comment allais-je pouvoir supporter de la voir s'asseoir à ma table, utiliser ma vaisselle, me mentir avec ce sourire hypocrite? En arrivant chez moi, j'ai trouvé Amédée tranquillement installée dans son fauteuil, regardant un match de rugby sur France 2. Il m'a souri quand je suis entrée, ce sourire innocent que je connaissais si bien. « Alors, ta promenade s'est bien passée ?» a-t-il demandé d'un ton désinvolte. J'ai eu envie de lui hurler que j'avais tout vu, que je savais tout, que 43 ans de mariage venaient de s'effondrer en une matinée. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. À la place, j'ai hoché la tête et murmuré quelque chose d'incompréhensible. « Au fait, j'ai trouvé les vis que je cherchais », a-t-il ajouté, montrant un petit sac de chez Leroy Merlin posé sur la table basse. Même dans le mensonge, il pensait aux détails. Cette découverte m'a fait encore plus mal que tout le reste. Mon mari était devenu un menteur expert, capable de planifier ses tromperies avec une précision chirurgicale. Combien de temps cela durait-il? Combien de fois avait-il menti avec cette facilité déconcertante? Ce soir-là, allongé dans notre lit conjugal, j'ai écouté sa respiration régulière à côté de moi. Il dormait paisiblement, comme un homme sans remords. J'ai passé la nuit entière les yeux ouverts, ressassant chaque détail de cette journée horrible. Et une question me hantait plus que toutes les autres. Apolline était-elle au courant? La réponse à cette question terrifiante est arrivée plus tôt que prévu. Le vendredi après-midi, j'étais dans mon petit jardin, tentant de me concentrer sur mes plants de tomates, quand j'ai entendu la voiture d'Apolline se garer devant notre maison. Ma fille de 45 ans venait nous rendre visite chaque vendredi depuis des années, une tradition familiale que j'avais toujours chérie. Mais aujourd'hui, l'idée de la voir me nouait l'estomac. J'ai observé Apolline sortir de sa voiture, avec son sac habituel de course pour le week-end. Elle portait ce tailleur pantalon bleu marine qu'elle mettait pour son travail, à la mairie de Périgueux, ses cheveux châtains attachés en un chignon strict. Mon cœur s'est serré en la regardant. Comment ma propre fille pouvait-elle ignorer ce qui se passait sous son nez? Comment pouvait-elle laisser sa meilleure amie détruire sa propre mère? « Maman !» a-t-elle appelé en poussant le portillon de notre petit jardin. « Tu vas bien? Tu as l'air fatiguée. » J'ai forcé un sourire, mes mains tremblant légèrement en essuyant la terre sur mon tablier. « Ça va, ma chérie, je jardine un peu. » Elle s'est approchée et m'a embrassée sur les joues. Son parfum familier, celui qu'elle portait depuis l'adolescence, m'a rappelé toutes ces années où nous étions complices, où elle me confiait ses secrets d'enfant, puis d'adolescente. À quel moment avions-nous cessé d'être proches? À quel moment avait-elle choisi de protéger Fabienne plutôt que moi? « Papa n'est pas là ?» a-t-elle demandé en regardant autour d'elle. « Il est parti voir Bernard pour l'aider avec sa terrasse, » ai-je répondu, répétant le mensonge qu'Amédée m'avait servi avant de partir. Mais je savais pertinemment qu'il était probablement dans l'appartement de Fabienne, rue Denis Papin. Nous sommes entrés dans la maison et je lui ai préparé un thé, comme d'habitude. Apolline s'est installée à la table de la cuisine, celle où nous avions partagé tant de conversations au fil des années. J'ai posé la tasse devant elle et j'ai pris une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Apolline, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose passer dans son regard. Une lueur de panique, presque imperceptible, mais que mes yeux de mère ont immédiatement détectée.
Mon estomac s'est contracté. Elle savait, et elle me cachait la vérité. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Sa voix était légèrement plus aiguë que d'habitude, ce qui confirmait mes soupçons. J'ai sorti le reçu de la bijouterie de ma poche et je l'ai posé sur la table, entre nous. Apolline a pâli instantanément. Ses yeux se sont écarquillés et elle a porté sa main à sa bouche, comme si elle venait de voir un fantôme. « Maman !» a-t-elle murmuré, et dans ce seul mot, j'ai entendu toute la culpabilité du monde. « Tu le savais ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Ma voix était étonnamment calme, contrastant avec la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. « Tu savais pour ton père et Fabienne. » Les larmes ont commencé à couler sur les joues d'Apolline. Elle a hoché la tête lentement, incapable de prononcer un mot. J'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Ma propre fille, ma chair et mon sang, m'avaient trahi aussi sûrement que mon mari. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Depuis combien de temps? Ma voix était devenue glaciale, une froideur que je ne me connaissais pas. Depuis environ 8 mois, a-t-elle chuchoté entre ses sanglots. Maman, je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. J'avais peur que tu... Que je quoi? Ai-je coupé, ma colère montant comme une vague. Que je réagisse comme une épouse normale? Que je défende ma dignité? Que je refuse d'être humiliée dans ma propre maison par la meilleure amie de ma fille? Apolline pleurait maintenant à chaudes larmes. Je pensais que papa allait rompre avec elle. Je pensais que c'était juste une passade. Je ne voulais pas détruire notre famille pour quelque chose qui allait peut-être se terminer tout seul. Détruire notre famille? J'ai ri amèrement. Apolline, notre famille est déjà détruite. Ton père me trompe depuis des mois avec ta meilleure amie. Il dépense notre argent pour elle. Et toi, tu as choisi de me mentir pour les protéger. Comment peux-tu appeler ça une famille? J'ai vu ma fille se recroqueviller sur elle-même, comme une enfant prise en faute. Mais je n'arrivais plus à ressentir de la compassion pour elle. La trahison était trop profonde, trop douloureuse. Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Ma voix montait malgré moi. M'expliquer comment tu as pu regarder Fabienne s'asseoir à ma table tous les dimanches, en sachant qu'elle couchait avec ton père? M'expliquer comment tu as pu me serrer dans tes bras chaque semaine, en sachant que j'étais la seule dans cette maison, à ignorer que j'étais cocu? Le mot « cocu » est sorti de ma bouche comme un crachat. J'ai toujours détesté ce terme, mais c'était exactement ce que j'étais devenue. Une vieille femme cocue et pathétique, trompée par son mari et sa propre fille. Fabienne me disait que c'était temporaire, a tenté Apolline d'une voix brisée. Elle me jurait que papa allait revenir à la raison. Elle me suppliait de ne rien dire parce qu'elle avait honte. Honte! J'ai explosé. Elle avait honte, mais pas assez pour arrêter de coucher avec mon mari. Pas assez pour refuser les bijoux qu'il lui offrait avec notre argent. Pas assez pour éviter de m'humilier devant tout le quartier. J'ai réalisé à ce moment-là que ma voix portait probablement jusqu'à la rue. Nos voisins allaient entendre. Et demain, toute la rue des Farges saurait que Ghislaine Moreau avait découvert l'adultère de son mari. Cette pensée m'a rendue encore plus furieuse. « Et dimanche dernier ?» ai-je continué, ma voix tremblant de rage. « Dimanche dernier, quand elle est venue déjeuner chez nous, quand elle m'a complimenté sur ma tarte aux cerises, quand elle a ri aux plaisanteries de ton père, elle venait de passer la nuit avec lui, n'est-ce pas ?» Apolline a fermé les yeux, confirmant mes pires soupçons. J'ai senti la nausée monter en moi. Cette femme avait mangé à ma table après avoir couché avec mon mari. Elle avait utilisé ma salle de bain. Elle avait dormi dans mes draps, peut-être. Maman, je t'en supplie, ne fais rien de précipité. Laisse-moi parler à papa, laisse-moi... Non, ma voix était devenue d'un calme inquiétant. Tu as eu 8 mois pour me parler. 8 mois pour choisir ta mère plutôt que ta complice. Tu as fait ton choix, Apolline. Maintenant, c'est à mon tour de faire le mien. J'ai entendu la clé d'Amédée dans la serrure. Il rentrait plus tôt que prévu. Apolline et moi nous sommes regardés, et dans ses yeux, j'ai vu la peur. La peur que tout éclate maintenant, devant elle. Mais ce qu'elle ne savait pas,
c'est que j'avais déjà pris une décision qui changerait tout. Cette décision, je l'ai prise en entendant les pas d'Amédée dans le couloir. J'ai regardé Apolline droit dans les yeux et j'ai chuchoté « Tu vas partir maintenant et tu ne diras rien à personne de cette conversation. » Ma fille a hoché la tête, ramassé son sac et quitté la cuisine par la porte arrière qui donnait sur le jardin. J'ai entendu sa voiture démarrer juste au moment où Amédée entrait dans la pièce, un sourire satisfait aux lèvres. « Tiens, Apolline était là ?» a-t-il demandé en humant l'air. Ça sent son parfum. Elle est repartie rapidement. Un problème au travail. Ai-je menti avec une facilité qui m'a surprise moi-même? J'ai rangé le reçu de la bijouterie dans ma poche et j'ai commencé à préparer le dîner comme si de rien n'était. Mes mains bougeaient automatiquement, épluchant les pommes de terre, préparant la salade, mais mon esprit était ailleurs. Je planifiais. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus la victime passive. J'étais devenue la stratège. Les jours suivants ont été un enfer orchestré avec précision. J'ai continué à jouer le rôle de l'épouse ignorante, tout en menant ma propre enquête. J'ai commencé par observer nos finances, avec l'œil méticuleux d'une ancienne institutrice, habituée à vérifier les comptes de la coopérative scolaire. Nos relevés bancaires des 6 derniers mois m'ont révélé une vérité encore plus douloureuse que je ne l'imaginais. 7 000 €. 7 000 € de notre épargne commune avaient disparu en petites sommes régulières. Des retraits de 200 € par-ci, 300 € par-là, toujours justifiés par Amédée comme étant des dépenses exceptionnelles ou des réparations urgentes. J'ai retrouvé les traces de ces prélèvements dans un petit carnet qu'il cachait dans son tiroir de chevet. À côté de chaque somme, une lettre F. F pour Fabienne. F pour la femme qui dévorait nos économies de toute une vie. J'ai pleuré cette nuit-là, silencieusement, à côté de cet homme qui ronflait paisiblement. 7 000 € représentaient 2 ans de mes petites économies d'institutrice retraitée. 2 ans de privation, de repas simples, de vêtements non achetés, de sorties reportées. Tout ça pour financer les caprices d'une femme qui avait la moitié de mon âge et le double de mes revenus. Le mercredi suivant, j'ai décidé de pousser plus loin mes investigations. Quand Amédée est partie pour sa soi-disant matinée chez Bernard, j'ai attendu 10 minutes, puis j'ai pris ma voiture. Cette fois, je ne me suis pas contentée d'observer de loin. J'ai garé ma Peugeot dans une rue adjacente et j'ai marché jusqu'à l'immeuble de Fabienne. J'ai sonné chez la concierge, Madame Delacroix, une femme d'une 60aine d'années, que j'avais connue quand elle travaillait à la cantine de l'école où j'enseignais. Elle m'a reconnue immédiatement et m'a fait entrer dans sa loge avec un sourire chaleureux. « Ghislaine, quel plaisir de vous revoir! Qu'est-ce qui vous amène dans le quartier ?» J'ai inventé une histoire sur un ancien élève qui habitait dans l'immeuble, et nous avons bavardé quelques minutes. Puis, avec la subtilité que m'avaient enseignée des décennies d'interrogations d'élèves récalcitrants, j'ai orienté la conversation vers les habitants de l'immeuble. « Au fait, vous avez une locataire qui s'appelle Fabienne, je crois. Fabienne Rousset ?» Le visage de Madame Delacroix s'est assombri. « Ah, celle-là. Ne m'en parlez pas. Depuis quelques mois, elle reçoit un monsieur plus âgé très régulièrement. Et je vous passe les détails. Mais ils ne sont pas discrets, si vous voyez ce que je veux dire. » Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé un air détaché. « Ah bon? Un monsieur âgé? » « Oui, un retraité apparemment. Cheveux grisonnants, assez grands. Il vient 2 ou 3 fois par semaine, toujours avec des cadeaux. L'autre jour, il avait même un gros bouquet de roses. Et puis, sa voiture. Une belle Renault grise, toute propre. Il doit avoir les moyens, celui-là. » J'ai serré les dents. Les roses. Amédée ne m'avait plus offert de fleurs depuis notre anniversaire de mariage, il y a 3 ans. Et encore, c'était un petit bouquet de chrysanthèmes du supermarché. « Et elle, cette Fabienne, elle travaille ?» ai-je continué. « Officiellement, oui. Mais entre vous et moi, elle a l'air de bien vivre pour une employée de bureau. Vous auriez vu la robe qu'elle portait hier soir. Et ses bijoux! Elle brille comme un sapin de Noël. Mes bijoux! Les bijoux que mon mari lui offrait avec notre argent, pendant que je portais les mêmes boucles d'oreilles depuis 15 ans. J'ai quitté Madame Delacroix
avec un sentiment de rage froide qui m'effrayait moi-même. En rentrant chez moi, j'ai croisé notre voisine Bérangère qui arrosait ses géraniums devant sa maison. Bérangère Dubois, 65 ans, veuve depuis 10 ans, était ma confidente depuis des années. Si quelqu'un pouvait m'aider, c'était elle. « Bonjour Ghislaine, vous avez l'air soucieuse. Tout va bien ?» J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne pouvait nous entendre. Puis j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. « Bérangère, il faut que je vous parle. En privé. » Nous nous sommes installés dans son petit salon, avec une tasse de café qu'elle m'a préparée. J'ai tout raconté. Le reçu, les mensonges, Fabienne, la trahison d'Apolline, les 7 000 € volés. Bérangère m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux s'écarquillant de plus en plus au fur et à mesure de mon récit. Mon Dieu, Ghislaine, je ne peux pas croire qu'Amédée soit capable de ça. Et cette Fabienne, cette hypocrite, elle vient chez vous tous les dimanches, avec son sourire de sainte Nitouche. Bérangère, j'ai besoin de votre aide, ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'aider à découvrir toute la vérité. Elle a posé sa main sur la mienne. Tout ce que vous voulez, Ghislaine. Ces deux-là vous ont fait assez de mal comme ça. Je veux savoir exactement ce qu'ils font, où ils vont, combien d'argent ils lui donnent. Je veux des preuves irréfutables. Bérangère a hoché la tête avec détermination. Vous pouvez compter sur moi. Mon défunt mari disait toujours que la vengeance est un plat qui se mange froid. Il est temps de préparer le menu. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Cette phrase a résumé parfaitement ce que je ressentais. J'allais leur préparer un menu qu'ils n'oublieraient là jamais. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ma vengeance allait prendre une ampleur que même moi, je n'aurais jamais imaginée. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Amédée au téléphone dans le salon. Il a raccroché précipitamment en me voyant arriver. « C'était qui ?» ai-je demandé innocemment. « Bernard, pour la terrasse. » Encore un mensonge. J'ai souri et je suis allée préparer le dîner. Mais dans ma poche, mon téléphone vibrait. Un message de Bérangère. « Rendez-vous demain matin 8h. J'ai une idée. À partir de AGR Kero. 2 capitulo por mensagen. À partir de AGR Kero. 2 capitulo por mensagen. » L'idée de Bérangère était aussi simple que géniale. Le lendemain matin, à 8h précises, elle m'a expliqué son plan dans son petit salon au rideau tiré. Sa voix était ferme et déterminée, celle d'une femme qui avait vécu assez longtemps pour savoir que parfois, il faut se battre pour sa dignité. « Ghislaine, vous allez installer une application sur le téléphone d'Amédée. Mon petit-neveu Kevin, celui qui étudie l'informatique à Bordeaux, m'a expliqué comment faire. On peut savoir où il va, avec qui il parle, même lire ses messages. » J'ai frissonné. Espionner le téléphone de mon mari me semblait franchir une ligne que je n'avais jamais imaginé traverser. Mais quand j'ai repensé aux 7 000 € volés, à Fabienne qui portait mes bijoux, à Apolline qui m'avait menti pendant des mois, cette ligne m'a semblé dérisoire. « Et comment je fais ça sans qu'ils s'en aperçoivent ?» ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. Kevin dit que ça prend 5 minutes maximum. Il faut juste que vous trouviez un moment où Amédée laisse son téléphone sans surveillance. Vous installez l'application et après, vous recevez tout sur votre propre téléphone. J'ai hoché la tête, sentant une détermination nouvelle grandir en moi. Et après, quand j'aurai les preuves? Bérangère a souri. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Après, ma chère Ghislaine, nous allons leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Vous savez, j'ai encore quelques contacts à la mairie grâce à mon défunt mari. Et vous, avec tous vos anciens élèves qui occupent maintenant des postes importants en ville, nous avons plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. L'opportunité s'est présentée le soir même. Amédée avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine en allant prendre sa douche. J'ai regardé cet appareil comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Mes mains tremblaient en le prenant. J'avais noté les instructions de Kevin sur un petit papier et j'ai suivi chaque étape avec la précision d'une institutrice corrigeant des copies. Télécharger l'application.
autoriser l'accès, rendre l'application invisible. 5 minutes et 43 secondes, exactement. J'ai remis le téléphone à sa place juste au moment où j'entendais Amédée fermer le robinet de la douche. Le lendemain, assis à la table du petit déjeuner, j'observais mon mari beurrer ses tartines avec cette tranquillité qui m'avait tant rassurée autrefois. Il consultait son téléphone comme chaque matin, ignorant totalement que désormais, chacun de ses gestes était surveillé. J'ai bu mon café en silence, sentant mon propre téléphone vibrer discrètement dans ma poche. Les premières informations arrivaient déjà. « Je vais voir Marcel cet après-midi », a-t-il annoncé sans lever les yeux de son écran. Il a besoin d'aide pour monter son abri de jardin. J'ai hoché la tête avec le sourire compréhensif de l'épouse dévouée. Mais mon téléphone me confirmait déjà que Marcel n'était pas dans ses contacts récents. À la place, j'ai vu un nom qui m'a fait froid dans le dos. Mon cœur. Fabienne était enregistrée sous le nom « Mon cœur » dans le téléphone de mon mari. L'après-midi, quand Amédée est partie pour son faux rendez-vous avec Marcel, j'ai ouvert l'application sur mon téléphone. La géolocalisation m'a montré exactement ce que je redoutais. Il était rue Denis Papin, dans l'immeuble de Fabienne. J'ai passé 2 heures à regarder ce petit point rouge immobile sur l'écran, imaginant ce qu'il faisait dans cet appartement que je n'avais jamais vu. Les messages ont commencé à arriver sur mon téléphone vers 17 heures. Je les ai lus avec une fascination morbide, chaque mot enfonçant un peu plus le couteau dans ma plaie béante. « Ma chérie, merci pour cet après-midi merveilleux. Tu me redonnes envie de vivre. Mon amour, j'ai hâte de voir ta tête quand tu découvriras ce que je t'ai acheté pour ton anniversaire. Fabienne, tu es tout ce que Ghislaine n'a jamais été. Belle, passionnée, vivante. » J'ai fermé les yeux, sentant les larmes couler librement sur mes joues. 43 ans de mariage, et j'apprenais que mon mari ne me trouvait ni belle, ni passionnée, ni vivante. J'étais devenue un fantôme dans ma propre maison, une figurante dans ma propre vie. Mais le pire était à venir. Un message de Fabienne, envoyé à 20h30. « Chérie, j'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé. Je pense que tu as raison. Il faut qu'on accélère les choses. Ghislaine ne mérite pas de garder la moitié de tes biens. Après tout ce que tu as enduré avec elle, tu mérites mieux. » Mon sang s'est glacé. Il planifiait ça quelque chose qui concernait nos biens, notre maison, notre avenir. J'ai lu et relu ce message, essayant de comprendre ce qu'il mijotait exactement. La réponse d'Amédée est arrivée 10 minutes plus tard. « Tu as raison, mon amour. Mon avocat m'a dit que si je demande le divorce pour abandon du domicile conjugal, je peux garder la maison. Il suffit que Ghislaine parte quelques semaines chez sa sœur à Limoges. Après, on dira qu'elle m'a abandonnée. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Abandon du domicile conjugal. Ils voulaient me faire partir de ma propre maison pour pouvoir prétendre que je les avais abandonnés. Ma sœur Martine, qui vivait effectivement à Limoges, m'invitait régulièrement à passer quelques semaines chez elle. Comment pouvait-il connaître ce détail? Comment pouvait-il utiliser l'amour de ma sœur contre moi? J'ai continué à lire leurs échanges, chaque message révélant un peu plus l'étendue de leur manipulation. Ils avaient tout prévu. Amédée allait me suggérer d'aller voir Martine, prétendant que j'avais besoin de repos après une période difficile. Une fois que je serais partie, il déposerait une demande de divorce, prétendant que je l'avais abandonné. La loi française lui donnerait raison, et il garderait la maison que nous avions achetée ensemble, il y a 30 ans. Et après le divorce, nous pourrons enfin vivre notre amour au grand jour, écrivait Fabienne. Plus besoin de se cacher, plus besoin de mentir à cette pauvre Ghislaine. Cette pauvre Ghislaine. J'étais devenue un objet de pitié pour la femme qui couchait avec mon mari. J'ai regardé autour de moi, dans cette cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, où j'avais aidé Apolline à faire ses devoirs, où j'avais vécu les plus beaux moments de ma vie de femme et de mère. Il voulait me voler tout ça. J'ai appelé Bérangère. Ma voix était étrangement calme quand elle a décroché. « Bérangère, il faut qu'on se voie, maintenant. »« Ghislaine, qu'est-ce qui se passe? » « Ils veulent me voler ma maison. Ils ont tout planifié. » Un silence, puis la voix de Bérangère.
dur comme l'acier. « J'arrive. » 21 minutes plus tard, nous étions assises dans sa cuisine, et je lui lisais les messages que j'avais reçus. À chaque phrase, son visage se durcissait davantage. Quand j'ai terminé, elle a tapé du poing sur la table. « Ces salauds! Ces manipulateurs! Ils pensent pouvoir vous ruiner comme ça? Bérengère, qu'est-ce que je peux faire? Si je pars chez Martine, ils auront gagné. Si je reste, ils trouveront un autre moyen. » Ma voisine m'a regardée avec une intensité que je ne lui connaissais pas. « Ghislaine, vous m'avez dit que vous aviez des contacts grâce à vos anciens élèves. Dites-moi exactement qui vous connaissez en ville. » J'ai commencé à énumérer. Il y a Pierre Lafont. Il était notaire maintenant. Sarah Dubois. Elle travaille au cadastre. Jean-Michel Rousseau. Il est huissier. Et puis Thomas. Thomas comment? Thomas Bertrand. Il est juge au tribunal de Périgueux. Bérengère a souri. Et ce sourire m'a fait froid dans le dos. Parfait. Ghislaine, vous allez appeler Thomas demain matin. Vous allez lui demander un rendez-vous. Officieusement. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ma chère Ghislaine, vous ne voyez pas? Ils veulent jouer avec la loi? Eh bien, nous allons jouer avec la loi aussi. Mais nous allons gagner. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. À côté de moi, Amédée ronflait paisiblement, ignorant que sa femme venait de découvrir tous ses secrets. J'ai passé des heures à regarder le plafond, à réfléchir aux paroles de Bérengère. Qu'est-ce qu'elle avait en tête exactement? Et surtout, est-ce que j'étais prête à aller jusqu'au bout de cette guerre qu'ils avaient déclarée? Au petit matin, quand Amédée s'est levée pour aller aux toilettes, j'ai consulté une dernière fois mon téléphone. Un nouveau message de Fabienne, envoyé à 3 heures du matin. « Mon chéri, j'ai hâte que tout soit terminé. Ghislaine ne se doute de rien, n'est-ce pas? Elle est si naïve. » J'ai serré mon téléphone dans ma main. Naïve. Il me prenait pour une vieille femme naïve et sans défense. Ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. J'ai appelé Thomas Bertrand le lendemain matin à 9 heures précises. Thomas, maintenant juge au tribunal de Périgueux, avait été l'un de mes élèves les plus brillants en CM2. Un garçon timide et studieux que j'avais encouragé à poursuivre ses études de droit malgré les réticences de ses parents ouvriers. Il avait gardé un contact régulier avec moi au fil des années, m'envoyant une carte à chaque Noël avec des nouvelles de sa carrière. « Madame Moreau !» Sa voix avait gardé cette tonalité respectueuse qu'il avait enfant. « Quel plaisir de vous entendre! Comment allez-vous? Thomas, j'ai besoin de vous parler. En privé. C'est personnel et urgent. » Il a dû entendre la détresse dans ma voix, car il a immédiatement proposé de me recevoir dans son bureau le jour même, après ses audiences. À 18 heures, j'étais assise en face de lui dans son imposant bureau du palais de justice, mes mains tremblantes, serrant une enveloppe contenant toutes les preuves que j'avais rassemblées. Thomas avait 42 ans maintenant, des cheveux poivre et sel et des lunettes qui lui donnaient un air sérieux. Mais quand il me regardait, je retrouvais encore l'enfant reconnaissant qui me remerciait d'avoir cru en lui. « Madame Moreau, vous pouvez tout me dire. Qu'est-ce qui vous arrive? » J'ai sorti les relevés bancaires, les captures d'écran des messages, les preuves de l'adultère. Thomas a tout examiné avec l'attention méticuleuse d'un magistrat, ses sourcils se fronçant de plus en plus au fur et à mesure de sa lecture. « Mon Dieu, Madame Moreau, c'est terrible. Votre mari et cette femme, ils ont vraiment planifié de vous spolier de vos biens. Thomas, dites-moi la vérité. Légalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? » Il a retiré ses lunettes et les a nettoyées lentement, signe qu'il réfléchissait intensément. Techniquement, si vous quittez le domicile conjugal volontairement et qu'Amédée peut prouver un abandon, il pourrait effectivement obtenir la garde de la maison lors du divorce. Mais... Il a levé les yeux vers moi. Mais vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi donc? Les preuves de l'adultère et surtout, les preuves de détournement de fonds. Ces 7 000 € prélevés sur votre compte commun sans votre accord, c'est de l'abus de confiance. Et ces messages montrent une préméditation claire. Madame Moreau, vous ne subissez pas seulement un adultère, vous subissez
Une escroquerie. J'ai senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez porter plainte, pas seulement pour divorce, mais pour abus de confiance et détournement de fonds. Et avec ces preuves, Amédée risque gros, très gros. Thomas s'est levé et a fait les 100 pas dans son bureau. Madame Moreau, je ne peux pas vous représenter officiellement. Ce serait un conflit d'intérêts. Mais je peux vous donner des conseils. Et le premier conseil, c'est de ne rien dire à votre mari. Continuez à jouer la comédie. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Et ensuite, vous allez voir maître Delphine Cartier. C'est la meilleure avocate en droit de la famille de Périgueux. Je vais l'appeler ce soir. Elle vous recevra demain matin. J'ai quitté le bureau de Thomas avec un sentiment nouveau. Pour la première fois depuis des semaines, je n'étais plus la victime. J'étais devenu le chasseur. Le lendemain, maître Cartier m'a reçu dans son cabinet de la rue Taillefer. Une femme d'une 50aine d'années, élégante et directe, qui a étudié mon dossier avec un sourire carnassier. Madame Moreau, votre mari et sa complice ont commis une erreur monumentale. Ils ont laissé des traces écrites de leurs intentions. Avec ces preuves, nous pouvons non seulement obtenir le divorce aux torts exclusifs d'Amédée, mais aussi demander des dommages et intérêts substantiels. Combien? Ai-je demandé, surprise par ma propre audace. Avec l'adultère, l'abus de confiance et le préjudice moral, nous pouvons facilement demander 50 000 €, peut-être plus. J'ai failli m'étouffer. 50 000 €, l'équivalent de 3 ans de ma retraite. Mais il y a mieux, a continué maître Cartier. Fabienne Rousset travaille à la mairie, n'est-ce pas? Dans le service de l'urbanisme? J'ai hoché la tête, me demandant où elle voulait en venir. Elle utilise probablement sa position pour obtenir des informations privilégiées sur les projets immobiliers. Et si votre mari finance son train de vie avec des fonds détournés, cela pourrait constituer un délit de corruption passive. Corruption? Réfléchissez, Madame Moreau. D'où vient l'argent de cette voiture neuve? De ces bijoux? De cet appartement qu'elle ne pourrait pas se permettre avec son salaire de fonctionnaire? Il y a forcément autre chose. Cette révélation m'a donné le vertige. J'avais découvert un adultère, et voilà que je me retrouvais au cœur d'une affaire de corruption potentielle. Que suggérez-vous? Nous allons mener une enquête discrète. J'ai des contacts dans plusieurs administrations. Nous allons éplucher les finances de Fabienne Rousset, ses déclarations fiscales, ses dépenses, et nous allons découvrir d'où vient vraiment cet argent. J'ai signé le mandat d'avocat avec des mains qui ne tremblaient plus. J'étais devenue une autre femme, une femme qui se battait pour ses droits. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Amédée en train de préparer ses arguments. Il m'a accueillie avec un sourire que j'ai trouvé particulièrement hypocrite. « Ghislaine, ma chérie, j'ai réfléchi. Tu as l'air fatiguée ces derniers temps. Que dirais-tu d'aller passer quelques semaines chez ta sœur Martine, à Limoges? Ça te ferait du bien. » J'ai failli éclater de rire. Il suivait son plan à la lettre, sans se douter que je connaissais chaque détail de ses manigances. « Tu crois ?» ai-je répondu d'une voix faible. « Mais toi, tu vas rester tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai mes occupations. Et puis, on se téléphonera tous les jours. » Bien sûr, il avait ses occupations. Fabienne, principalement. « D'accord, » ai-je dit finalement. « Je vais appeler Martine ce soir. » Le sourire d'Amédée s'est élargi. Il croyait avoir gagné. Il ne savait pas qu'il venait de signer sa propre condamnation. Ce soir-là, j'ai effectivement appelé Martine. Mais pas pour organiser un séjour chez elle. Je lui ai tout raconté. Et ma sœur, furieuse, m'a proposé de venir à Périgueux pour me soutenir. « Ghislaine, cet homme t'a assez fait souffrir. Il est temps qu'il paye. » J'ai aussi appelé Bérangère pour lui faire part des derniers développements. Elle était ravie. « Ghislaine, vous êtes en train de prendre votre revanche. Et je parie que ce n'est que le début. » Elle avait raison. J'avais l'impression d'être une autre femme. Une femme qui n'acceptait plus de subir. Mais je ne savais pas encore à quel point cette transformation allait bouleverser ma vie. Le lendemain matin, Amédée a reçu un appel qui l'a visiblement perturbée. Je l'ai entendu parler à voix basse, puis raccrocher brutalement. Qui c'était?
ai-je demandé innocemment. Personne d'important. Un commercial. Encore un mensonge. Mon téléphone m'avait montré que c'était Fabienne qui appelait. Et d'après leur message, elle avait des nouvelles inquiétantes. Son supérieur hiérarchique à la mairie lui avait posé des questions sur ses finances personnelles. L'enquête de Maître Cartier commençait à porter ses fruits. Et visiblement, Fabienne n'était pas aussi clean qu'elle le prétendait. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de mon avocate. Rendez-vous demain 14h. J'ai du nouveau. Et vous allez être surprise. J'ai souri dans le noir. Amédée ronflait à côté de moi, ignorant que sa femme était en train de préparer sa chute. Une chute qui allait être bien plus spectaculaire qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, à 14h, j'étais assise dans le bureau de Maître Cartier, le cœur battant. Elle avait étalé devant elle une pile de documents qui semblait avoir doublé depuis notre dernière rencontre. Son sourire était celui d'un prédateur qui vient de coincer sa proie. « Madame Moreau, vous allez tomber de votre chaise. Fabienne Rousset n'est pas seulement une fonctionnaire corrompue. Elle est au cœur d'un réseau de falsification de permis de construire qui dure depuis 3 ans. » J'ai écarquillé les yeux. Comment est-ce ça possible? Grâce à sa position au service d'urbanisme, elle facilite l'obtention de permis de construire pour des projets normalement non autorisés. En échange, elle reçoit des dessous de table de plusieurs entrepreneurs de la région. Les sommes sont considérables, Madame Moreau. Nous parlons de plus de 100 000 € sur 3 ans. J'ai senti ma tête tourner. 100 000 €. Voilà d'où venait l'argent pour la voiture, les bijoux, l'appartement. Fabienne n'était pas seulement une femme qui couchait avec mon mari. C'était une criminelle. Et Amédée? Il est au courant? D'après nos recherches, il semblerait que votre mari ignore tout de cette activité. Il pense sincèrement que Fabienne a des revenus légitimes, plus élevés que ce qu'elle déclare. En revanche, il finance une partie de son train de vie avec l'argent qu'il vous vole, ce qui fait techniquement de lui un complice involontaire. Maître Cartier a sorti une chemise rouge de son tiroir. « Madame Moreau, nous avons maintenant assez de preuves pour faire tomber Fabienne Rousset. Mais nous avons aussi de quoi ruiner complètement votre mari. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous allons porter plainte simultanément pour 3 chefs d'accusation. Abus de confiance contre votre mari, corruption passive contre Fabienne et adultère contre les 2. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également saisir le procureur pour l'affaire de corruption. Fabienne va être arrêtée, Madame Moreau. » J'ai fermé les yeux, essayant de digérer cette information. Fabienne allait être arrêtée. La femme qui m'avait humiliée, qui avait mangé à ma table en couchant avec mon mari, qui m'avait volé mes économies indirectement, allait finir en prison. « Quand ?» ai-je demandé d'une voix blanche. « La semaine prochaine. Le procureur veut coordonner l'arrestation avec une perquisition de son domicile et de son bureau à la mairie. L'affaire va faire du bruit, Madame Moreau. Beaucoup de bruit. » J'ai pensé au dimanche où Fabienne venait déjeuner chez nous, à ses compliments sur ma tarte aux pommes, à ses rires avec Amédée. Pendant tout ce temps, elle dirigeait un réseau de corruption depuis son bureau de la mairie. Et pour Amédée, votre mari va être convoqué comme témoin dans l'affaire de corruption. Mais surtout, il va être poursuivi pour abus de confiance. Avec les preuves que nous avons, il risque 2 ans de prison ferme et une amende de 30 000 €. 2 ans de prison. J'ai imaginé Amédée en combinaison orange, dans une cellule, loin de sa Fabienne et de ses mensonges. Cette image m'a procuré une satisfaction que je ne me connaissais pas. Madame Moreau, je dois vous poser une question importante. Êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois que nous aurons lancé la procédure, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'ai pensé à mes 43 ans de mariage, à cette femme soumise que j'avais été, à toutes ces années où j'avais accepté de me taire pour préserver la paix du ménage. J'ai pensé aux 7 000 € volés, aux bijoux offerts à ma rivale, aux messages où il me traitait de vieille femme naïve et ennuyeuse. « Je suis sûre, » ai-je dit d'une voix ferme. « Je veux qu'ils payent. Tous les 2. Parfait. Nous lançons la procédure lundi matin. D'ici là, continuez à jouer la comédie.
Faites semblant de partir chez votre sœur à Limoges. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. » J'ai quitté le cabinet de maître Cartier avec un sentiment de puissance que je n'avais jamais éprouvé. J'étais devenue une femme dangereuse, une femme qui se battait pour sa dignité et qui gagnait. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Amédée au téléphone avec Fabienne. Il parlait à voix basse, mais j'ai entendu quelques mots. « Inquiète pas, elle part demain. Bientôt fini. » Il a raccroché précipitamment en me voyant entrer. « Alors, tu as appelé Martine ?» a-t-il demandé avec un sourire hypocrite. « Oui, je pars demain matin. Elle est ravie de me recevoir. »« Parfait. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Tu reviendras en forme. » J'ai hoché la tête, jouant parfaitement mon rôle d'épouse naïve. Si seulement il savait que dans quelques jours, sa vie allait s'effondrer comme un château de cartes. Le soir, j'ai fait semblant de préparer ma valise. Amédée m'aidait même, choisissant mes vêtements avec une sollicitude qui m'aurait touchée autrefois. Aujourd'hui, chaque geste attentionné me révoltait. Il était pressé de me voir partir pour pouvoir s'installer officiellement avec sa maîtresse. « Tu vas me manquer », a-t-il dit en m'embrassant sur le front. « Toi aussi », ai-je menti. Cette nuit-là, j'ai écouté sa respiration paisible avec une ironie amère. C'était probablement la dernière fois que nous dormions dans le même lit. Dans quelques jours, il dormirait dans une cellule. Le lendemain matin, Amédée m'a accompagnée à la gare avec une joie qu'il avait du mal à dissimuler. Il m'a aidé à porter ma valise, m'a acheté des magazines pour le voyage, m'a embrassée tendrement sur le quai. « Appelle-moi dès que tu arrives chez Martine », a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « Promis. » J'ai monté dans le train avec ma valise, mais je ne suis pas allée jusqu'à Limoges. J'ai descendu à la première gare, Thiviers, et j'ai repris un train pour Périgueux. À 14 heures, j'étais cachée chez Bérangère, qui m'avait préparé une chambre dans son petit appartement. « Alors, Ghislaine, comment ça s'est passé ?»« Parfaitement. Amédée croit que je suis chez Martine. Il ne se doute de rien. Et maintenant, on attend. L'arrestation de Fabienne aura lieu mardi matin. Amédée va recevoir sa convocation le même jour. » Bérangère a souri. J'ai hâte de voir sa tête quand il va comprendre qu'il s'est fait avoir par sa propre femme. Moi aussi, j'avais hâte. J'avais hâte de voir s'effondrer cet homme qui m'avait trahi, humilié, spolié. J'avais hâte de voir la surprise dans les yeux de Fabienne quand elle réaliserait que la pauvre Ghislaine avait découvert tous ses secrets. Le lundi soir, j'ai reçu un message d'Amédée. « Ma chérie, j'espère que tu vas bien. La maison est vide sans toi. Je t'aime. » J'ai failli éclater de rire. Il m'aimait tellement qu'il avait déjà prévu de demander le divorce pour abandon du domicile conjugal. Il m'aimait tellement qu'il avait vidé nos comptes en banque pour sa maîtresse. J'ai répondu « Je vais bien. Martine prend soin de moi. À bientôt. » C'était le dernier mensonge que j'allais lui faire. Demain, la vérité allait exploser comme une bombe et tous leurs petits plans secrets allaient s'effondrer. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. J'étais enfin en paix avec moi-même. J'avais cessé d'être une victime. J'étais devenue une guerrière. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Le mardi matin, à 6 heures précises, mon téléphone a sonné. C'était Maître Cartier. « Madame Moreau, c'est fait. Fabienne Rousset vient d'être arrêtée à son domicile. La perquisition a révélé plus de 70 000 € en liquide cachés dans son appartement. Elle est actuellement en garde à vue. » J'ai fermé les yeux, savourant cette victoire. Et Amédée ? Il recevra sa convocation dans 1 heure. Pour l'instant, il ne sait rien. Mais ça ne va pas tarder. J'ai raccroché et j'ai réveillé Bérangère. « C'est fini. Fabienne est arrêtée. » Ma voisine a sauté de son lit. « Mon Dieu, c'est vraiment arrivé !» Nous nous sommes installés dans sa cuisine avec un café et j'ai allumé la radio locale. À 7 heures, France Bleu Périgord diffusait déjà l'information. Une employée de la mairie de Périgueux a été arrêtée ce matin dans le cadre d'une enquête sur un trafic de permis de construire. Fabienne Rousset, 52 ans, est soupçonnée d'avoir perçu des dessous de table pour faciliter l'obtention de permis illégaux. J'ai souri. Le nom de Fabienne était déjà sur toutes les lèvres.
Sa réputation était définitivement ruinée. À 8h30, mon téléphone a vibré. Un message d'Amédée. « Ghislaine, il se passe quelque chose de terrible. Fabienne a été arrêtée. Je ne comprends pas. Peux-tu m'appeler ?» J'ai attendu 1 heure avant de lui répondre. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'appelle ce soir. J'ai imaginé Amédée, seule dans notre maison, essayant de comprendre comment sa maîtresse avait pu être arrêtée. Il ne savait pas encore que le pire était à venir. À 10h, la police s'est présentée chez lui. Bérangère, qui surveillait depuis sa fenêtre, m'a tout raconté en direct. « Ghislaine, il y a 2 policiers devant chez vous. Amédée vient de sortir. Il a l'air complètement paniqué. » J'ai regardé par la fenêtre de Bérangère. Effectivement, Amédée était sur le pas de sa porte, parlant avec 2 gendarmes en uniforme. Même à distance, je pouvais voir qu'il tremblait. « Ils lui donnent une convocation », a commenté Bérangère. « Il la lit. Oh mon Dieu, Ghislaine! Il vient de s'effondrer sur le seuil. » J'ai vu Amédée se rattraper au mur, ses jambes semblant ne plus le porter. Il venait de comprendre qu'il était poursuivi pour abus de confiance. Il venait de réaliser que sa vie était finie. Les gendarmes sont repartis et Amédée est rentré chez lui. Son téléphone a dû sonner immédiatement, car j'ai reçu plusieurs messages paniqués dans les minutes qui ont suivi. « Ghislaine, il m'accuse d'abus de confiance. Je ne comprends pas. Il faut que tu rentres. J'ai besoin de toi. Ma chérie, je suis perdue. Ils disent moi que j'ai volé de l'argent. Comment est-ce possible? Ghislaine, réponds-moi. S'il te plaît, je deviens fou. » J'ai laissé passer 2 heures avant de l'appeler. Sa voix était brisée, méconnaissable. « Ghislaine. Enfin, il se passe quelque chose d'horrible. Fabienne a été arrêtée pour corruption, et moi, il m'accuse d'abus de confiance. Je ne comprends rien. »« Abus de confiance? Mais pourquoi ?» ai-je demandé d'une voix innocente. « Ils disent que j'ai prélevé de l'argent sur notre compte commun, sans ton autorisation. Mais c'est faux. J'ai juste fait quelques achats. » « Quels achats, Amédée ?» Un silence. Il venait de comprendre qu'il ne pouvait pas me dire la vérité sans avouer son adultère. « Des choses pour la maison, » a-t-il fini par balbutier. « Lesquelles ? Je ne vois rien de nouveau dans la maison. Ghislaine, il faut que tu rentres. Ils veulent t'interroger aussi. Ils ont besoin de ton témoignage. » « Mon témoignage ? Mais sur quoi ? » « Sur nos finances. Sur ce que je dépense. » J'ai souri. Il était pris au piège de ses propres mensonges. « Amédée, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait exactement ? » « Rien. Je n'ai rien fait. C'est une erreur. Une terrible erreur. » « Et Fabienne, qu'est-ce qu'elle a fait ? » « Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'elle était corrompue. Tu me crois, n'est-ce pas ? Tu sais bien que je suis honnête. » Honnête. L'homme qui me trompait depuis des mois, qui avait volé nos économies, qui planifiait de me voler ma maison, prétendait être honnête. Bien sûr que je te crois, Amédée. Je rentre demain. Demain ? Mais pourquoi pas aujourd'hui ? Martine a besoin de moi encore un jour. Elle va mal. J'ai raccroché, savourant sa détresse. Pour la première fois depuis des mois, c'était lui qui souffrait. C'était lui qui avait peur, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, qui se sentait trahi. Le lendemain, j'ai effectivement pris le train pour rentrer à Périgueux. Amédée m'attendait sur le quai, et j'ai eu du mal à le reconnaître. Il avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux cernés, ses vêtements froissés. « Ghislaine !» Il s'est précipité vers moi et m'a serré dans ses bras. « Merci d'être revenu. J'ai tellement eu peur. »« Raconte-moi tout !» ai-je dit d'une voix douce. Sur le chemin du retour, il a essayé de m'expliquer sa version des faits. Selon lui, Fabienne était une femme honnête, qui avait été piégée par des entrepreneurs véreux. Selon lui, les prélèvements sur notre compte étaient des erreurs de sa part, des moments d'inattention. « Tu me crois, n'est-ce pas ?» répétait-il sans cesse. « Bien sûr », répondais-je à chaque fois. Arrivé à la maison, j'ai découvert l'ampleur de sa panique. Il avait retourné tous ses papiers, cherchant désespérément des preuves de son innocence. Le salon était sans dessus-dessous. « Amédée, il faut que je te dise quelque chose », ai-je annoncé en posant ma valise. Il s'est figé.
Quoi? J'ai reçu un appel de Maître Cartier, mon avocate. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Ton avocate? Mais pourquoi tu as pris une avocate? Parce que j'ai découvert ton adultère avec Fabienne, il y a plusieurs semaines. Parce que j'ai toutes les preuves de vos mensonges. Parce que j'ai découvert que tu avais volé 7 000 € sur notre compte. Et parce que c'est moi qui ai dénoncé Fabienne à la police. Amédée est devenue livide. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. Ghislaine, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Si, Amédée, j'ai tout découvert. Les messages, les rendez-vous, les bijoux, le plan pour me voler ma maison. J'ai tout donné à la police. Il s'est effondré dans son fauteuil. Mais comment? Tu m'as sous-estimé. Vous m'avez tous sous-estimé. Apolline, Fabienne et toi. Vous pensiez que j'étais une vieille femme naïve et soumise. Vous avez découvert que j'étais une femme intelligente et déterminée. J'ai sorti de ma poche tous les documents que j'avais préparés. Amédée, je demande le divorce aux torts exclusifs. Je garde la maison et je demande 50 000 € de dommages et intérêts. Tu vas aussi être jugé pour abus de confiance. 50 000 €? Mais je ne les ai pas. Tu aurais dû y penser avant de me trahir. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé pendant 43 ans. Cet homme qui m'avait fait tant de mal. Cet homme qui était maintenant à ma merci. J'aurais dû ressentir de la pitié. Au lieu de ça, j'ai ressenti une satisfaction profonde. Ghislaine, s'il te plaît, pardonne-moi. On peut recommencer. Non, Amédée, il est trop tard. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu assumes les conséquences. J'ai pris ma valise et je suis montée dans notre chambre. Demain, je commencerai ma nouvelle vie. Une vie où je serai enfin respectée, où je ne serai plus jamais traitée comme une vieille femme invisible. 6 mois plus tard, j'étais officiellement divorcée. Amédée avait été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. Fabienne avait pris 3 ans ferme et était radiée de la fonction publique. J'avais gagné ma maison, mes 50 000 € de dommages et intérêts, et surtout, j'avais gagné ma dignité. Aujourd'hui, à 69 ans, je vis seule dans ma maison de la rue des Farges. Bérengère vient prendre le café tous les matins, et nous rions encore de la tête qu'ont fait Amédée et Fabienne quand ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir par une pauvre vieille femme. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. J'ai appris qu'une femme de 68 ans peut encore surprendre le monde entier. Et j'ai appris que la plus belle des vengeances, c'est de prouver que vous valez mieux que ceux qui vous ont sous-estimé.